Humaniste, un monstre à Paris, je verrai toujours vos visages, et un roi. Bienvenue dans Allégorie. Bonjour à tous, me revoilà, voici Enya. Je reviens aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, que veut dire humaniste. Je voulais absolument parler de ce sujet en ce mois d'août, puisque c'est le mois de mon anniversaire, et c'était important pour moi de le faire ce mois-ci. Et au début, à la base, je voulais parler du terme universalisme, sauf que je crois que je suis pas encore assez mûre dans ma réflexion pour bien vous le définir. Bon, en vrai, j'ai pas toujours très bien compris ce que ça voulait dire. Du coup, je préfère attendre un petit peu et vous le définir correctement. Donc, j'ai trouvé une autre alternative par le biais d'une conversation avec quelqu'un, c'est l'humanisme. Et enfin, être humaniste, qu'est-ce que c'est? Je trouve que ça contrebalance bien avec l'eugénisme qu'on a vu juste avant. Alors on va voir, c'est pas vraiment son contraire, mais je trouve que ça va en rapport avec cette duologie. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous définir qu'est-ce que c'est qu'humaniste. Avant d'oublier, ce podcast est une production Elabed. On a un Patreon et un Discord avec tout un tas de contenus très différents autour de la pop culture, donc n'hésitez pas à d'y jeter un petit coup d'œil. Avant de commencer, donc comme traditionnellement dans ce podcast, on va partir de la définition des autres. Alors tout d'abord, je vais partir de la définition de Scarabetti, qui lui fait partie du label Elabed, il fait les réacts d'y penser, qui est des réacts sur les parcs d'attractions. Je vous invite à aller voir ce qu'il fait parce que c'est très chouette. Pour lui, ça veut dire quelqu'un qui a la foi en l'humanité, qui aime les gens en toutes circonstances. Alors il y a un petit peu de ça, mais pas tout à fait. Ensuite, je suis allée voir Enora. Donc Enora, c'est mon ami qui est libraire dans la super librairie L'Établi à Alfortville, que je vous invite à aller visiter, et qui va très bientôt faire partie d'un de mes autres petits podcasts qui s'appelle Hypalage. Je vous en dirai plus bientôt. Elle, sa définition, c'est un humain porté sur l'être humain. Je crois que c'est un courant de pensée mettant en avant des valeurs qui permettent aux êtres humains de cohabiter pacifiquement. Alors, c'est pas totalement faux. En fait, vous allez voir, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais les deux, il y a de l'idée. Alors, je suis allée voir le Larousse, qui, lui, m'a expliqué qui a trait aux humanités, des langues et des littératures anciennes, qui privilégie l'homme et les valeurs humaines. Ensuite, je suis allée voir du côté de Cairns, où il y avait Éric Fourreau, qui a écrit un article sur qu'est-ce qu'est être humaniste, donc que je vous mettrai en barre d'infos parce qu'il est très intéressant. Alors lui, il est ingénieur culturel et éditeur. Alors j'ai vérifié parce que je savais pas trop ce que c'était qu'ingénieur culturel. Ça voulait dire donc qui organise, planifie et coordonne des projets et des événements culturels. Donc lui, sa définition, c'est quelqu'un qui pense que les hommes ont leur destin en main, qu'ils doivent construire pour eux-mêmes le monde dans lequel ils vivent, être tolérants avec les autres, libres de leurs actes, sans se référer à une puissance extérieure religieuse, surnaturelle et humaniste. Voilà, c'est un petit peu compliqué. Du coup, j'ai décidé de vous faire une allégorie avec deux objets de la pop culture et quelque chose d'un petit peu différent cette fois-ci. Je vais faire une focale sur les rapports humanistes, plus particulièrement que sur être humaniste en général, parce que ça, je pense qu'il faudrait que j'en fasse plusieurs podcasts et une série, et ça, ça viendra peut-être plus tard. J'ai commencé par le film Un monstre à Paris qui est sorti en 2011. Donc c'est un film d'animation avec dans le doublage Vanessa Paradis, M, il y a Gad Elmaleh aussi. J'aime tout particulièrement ce film, c'est un de mes films préférés. Du coup justement dans l'histoire, je trouve que ça correspond très bien à la définition du Larousse parce que c'est comment on humanise quelqu'un à travers les arts. Je vais d'abord vous pitcher le film. Donc dans le Paris des inondés de 1910, un monstre sème la panique. Traqué sans relâche par le redoutable préfet Maynot, il demeure introuvable. Et si la meilleure cachette était sous l'oiseau rare, un cabaret? Alors pourquoi j'ai choisi ce film aujourd'hui? Alors déjà, petite anecdote, donc la crue de la Seine a eu lieu en 1910, donc c'était sous la Troisième République. Elle existait déjà, moi c'est un des seuls trucs que je me souviens de mon bac pro par exemple, c'est qu'on a appris qu'il y avait une énorme crue de Seine en 1910. Alors c'est monté vraiment haut, hein, c'est-à-dire que les inondations qu'on a eues ces dernières années n'avaient rien à voir avec les inondations de 1910. Pour vous dire, sur le pont de Juvisy-sur-Orge dans le 91, il y a eu un baromètre de où est-ce qu'elle était montée, et moi qui fais 1m60, elle fait 3 fois ma taille. Voilà, si vous avez l'occasion d'aller à Juvisy-sur-Orge, allez voir sous le pont, c'est quand même assez haut. Du coup, pourquoi j'ai choisi ça? Alors moi, il y a quelque chose qui me passionne dans la vie, c'est qu'est-ce qu'on met derrière le monstre. Là, le monstre naît d'une expérience scientifique entre deux personnes qui sont héros du film. Et ils s'amusent à mélanger des potions dans un jardin botanique.
une puce sort et elle devient gigantesque. Et en fait, dans ces potions, il y a une potion de voix. Ce qui est intéressant dans cette apparition de monstre, c'est qu'au début, comme il s'élève et qu'il a les yeux rouges, parce que une puce, je sais pas si vous voyez, mais en gros, c'est quand même très moche. C'est une puce du coup qui devient gigantesque. Bah voilà, on dirait qu'elle a des pics, elle a des yeux rouges. Enfin, c'est pas très joli une puce, on va pas se le cacher. Et en fait, c'est assez intéressant parce qu'elle apparaît devant diverses personnes comme un monstre. C'est-à-dire qu'elle apparaît donc devant ces deux personnes en s'élevant avec les yeux très rouges. Elle apparaît devant tout un tas de personnes qui croient être victimes de cambriolage du coup en monstre parce qu'elle s'élève et plein de choses comme ça. Donc du coup tous ces gens ont très peur. La première personne à l'humaniser c'est Lucille. Lucille, c'est la chanteuse de L'Oiseau Rare, qui est doublée par Vanessa Paradis. La première fois qu'elle voit cette puce, il est tombé. Du coup, il est par terre, il a son manteau, son chapeau, et l'humanise tout de suite parce qu'elle se dit merde, c'est quelqu'un qui est tombé. Elle n'a pas vu son visage, elle l'a pas vu debout. Et en fait, au moment où il se redresse, la figure de monstre réapparaît et Lucille se carapate. Et sauf que Franqueur, parce que tard on va le voir, il va être nommé Franqueur parce qu'il est trouvé rue Franqueur. Il se trouve qu'il avait entendu Lucille chanter et qu'il s'était dit tiens je peux faire quelque chose de ma voix et il se met à chanter. Et à ce moment-là, Lucille commence à l'humaniser. Donc comme le dit le Larousse, on l'humanise à travers les arts. Et alors dans ce film, les arts, il y en a perpète quoi. Il y a Lucille qui chante, il y a, alors je crois qu'il s'appelle Félicien, qui a tout un truc autour des films, de Méliès, etc. Il y a le conducteur du camion, donc, qui est doublé par Gad Elmaleh, qui lui, c'est au-delà d'un bidouilleur, c'est un ingénieur. Il arrive à créer son camion, il a créé des machines, il a créé beaucoup de choses. Et il y a tout un tas d'arts différents. Et du coup, elle humanise cette puce à travers l'art. Donc elle lui donne une tenue pour qu'il puisse se cacher, pour qu'il puisse se redresser. Elle lui donne un nom. Donc ce qui fait que ça devient finalement quelqu'un. Les deux personnes qui ont créé cette puce, le bidouilleur et la personne qui s'occupe des films, elles, quand elles l'ont aperçue, elles ont eu très très peur. Lors d'un passage de spectacle de Lucille, ils le voient chanter, ils savent pas que c'est lui, et ils le trouvent incroyable. Puis au bout d'un moment, ils se rendent compte que c'est lui, donc ils prennent peur. Quand ils l'entendent chanter, ils le trouvent tout doux, et finalement ils commencent à créer une relation avec lui, et ils se rendent compte qu'il est vraiment gentil. Et puis bon, après, vous allez voir, je vais pas vous spoiler tout le film parce que franchement, il faut aller voir ce film. Alors même s'il a un peu vieilli, il est vraiment incroyable et je pense que par ces temps de Jeux Olympiques, il respire vraiment Paris. C'est que après, le préfet qui, lui, alors ça va être une autre allégorie politique avec ce qui se vit actuellement, c'est que du coup, pour cacher tout ce qui va pas, le fait qu'il n'arrive pas à faire redescendre la scène, le fait qu'il y a des gens qui sont sans logis, etc., va utiliser ce monstre qui a été repéré comme une chasse aux monstres pour être après élu maire, pour être montré comme un héros et pour foutre sous le tapis tout ce qu'il fait pas, en fait, au final, parce que c'est surtout son préfet de police qui s'occupe de Paris, mais lui, du coup, fait rien. Et en fait, il va y avoir une chasse autour de ce monstre. Et si vous voulez voir, ça ressemble un petit peu à Gaston dans La Belle et la Bête, c'est-à-dire qu'il en devient complètement fou. Il devient obnubilé par ça, à tel point qu'il déshumanise tout le monde. Et d'ailleurs, ça se voit dans ses rapports avec Lucille. Parce qu'alors, Lucille, elle a un sacré caractère. Et en fait, quand elle aime bien les gens, elle s'engueule un peu avec, sauf avec ce préfet-là. Et en fait, finalement, il y a cette traque qui se crée autour de Franqueur, qui, au final, toutes les personnes qui l'entendent chanter finissent par devenir amies avec lui, alors que lui, qui veut juste le mettre au rang de bête, finalement, il reste une bête et ça reste une traque. Et il cherche pas à savoir si est-ce que c'est bien ou mal ce qu'il fait, est-ce que ça sert à quelque chose ou pas. C'est un de mes buts pour être réélu, quoi. Voilà. J'avais choisi cette histoire parce que, si vous avez bien compris, donc, on rend un peu l'humanité à Franqueur par le biais des arts. Et c'est ça qui le sauve finalement. Bon, on va pas réduire être humaniste juste pour les arts, donc on va passer au suivant. Alors, je vais vous parler de Je verrai toujours vos visages, qui est un film que je vous invite vraiment à regarder, à tel point il est incroyable. Moi, il m'a permis de dépasser quelque chose aussi récemment. Donc, il est sorti en 2023, il est réalisé par Jeanne Herry. Alors, depuis 2014, la justice restaurative propose à des personnes victimes et auteurs d'infractions de dialoguer dans des dispositifs sécurisés encadrés par des professionnels et bénévoles. On suit leur parcours. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Du coup, la justice restaurative, donc je peux vous en parler en long, en large, en travers, parce que je l'utilise notamment dans mon mémoire, que je rédige en ce moment. C'est un dispositif qui fait rencontrer les bourreaux et les victimes d'une même infraction. Alors, je mets bourreau avec des guillemets, mais vous ne les voyez pas. Alors, dans le film, on voit deux dispositifs, donc les rencontres de médiation
entre le bourreau et la victime de la même chose, c'est-à-dire que là on va suivre Chloé et son frère qui a été victime de viol à répétition de la part de son frère. Et elle sait qu'il est revenu dans la ville et elle veut le revoir pour être sûre de ne pas le croiser. Il y a une préparation des deux côtés, des deux parties, par une médiatrice en dehors pour les préparer aux questions de l'un à l'autre, préparer les émotions, préparer tout un tas de choses. Et en dehors de ça, au sein d'une même prison, il y a aussi la rencontre, donc cette fois de plusieurs bourreaux et de plusieurs victimes, mais pas de la même infraction. Enfin, c'est-à-dire que c'était tous pour un braquage, mais c'était pas le même, quoi. Donc, des rencontres donc, au sein de la prison pour rencontrer du coup ces prisonniers qui sont en train de purger leur peine pour ça. Ce qui est important, c'est que l'humanisme, là, ils le font un peu à la façon que Éric Fourreau décrit, c'est que là, il parle des actes, de la puissance de pouvoir d'agir et tout ça. Ce qui est important, c'est que déjà, les médiateurs sont formés à respecter les silences, à laisser parler. Parce qu'il y a une phrase qui est importante, ils disent « parce que sinon ils vont taire ce qu'ils ont toujours tu ». Donc pour laisser les silences, pour laisser les choses s'exprimer et accepter aussi les émotions et les colères des autres pour qu'elles puissent s'exprimer. Mais il ne faut pas faire ça n'importe comment. C'est-à-dire que là, tout est fait pour que ça se passe bien matériellement et qu'il n'y ait pas de problème. C'est-à-dire que si les victimes ne savent pas conduire, elles sont amenées en voiture, on leur donne le plan aux victimes et aux bourreaux de la salle avant, on leur donne des cartons de place pour savoir où elles se placent, on leur explique où sont les différentes portes d'entrée. Pour les victimes, on fait visiter la salle avant, pour les bourreaux aussi. Il y a une préparation de plusieurs mois avant cette rencontre qui a lieu en 5 temps. Donc la présentation, après 3 temps de travail et un temps bilan. Il y a tout un tas il y a un chemin de la rencontre, finalement. Pourquoi c'est important ce dispositif ? Alors, de l'autre côté, donc le dispositif aussi de groupe donc, est comme ça, mais c'est à peu près le même schéma pour le dispositif avec juste 2 personnes. Pourquoi c'est si important que toute cette mise en place matérielle, cette préparation aux émotions, aux réactions de l'autre, etc., pour savoir qu'il ne faut pas gêner cette rencontre. Pourquoi c'est important de se rencontrer quand on a été victime de ces agressions-là ? Si le film s'appelle « Je verrai toujours vos visages », c'est pas un hasard, c'est pour humaniser du coup ces visages, pour oser les observer en face, et c'est surtout parce que les victimes et les bourreaux, elles ont des questions. Du côté des victimes, ça peut être « Pourquoi moi ? Est-ce qu'on va me réattraper ?» ce genre de choses. Et les bourreaux, c'est pourquoi ils prennent pas l'argent et en fait ils passent à autre chose, pourquoi ils restent bloqués. Donc du coup, il y a tout ce questionnement-là. Alors, on va prendre étape par étape. Au travers de l'intervention de groupe, donc du coup entre ces 3 victimes et ces 3 bourreaux et ces 2 médiateurs et 2 visiteurs de prison, on voit petit à petit une humanisation des bourreaux et des victimes. C'est-à-dire que ça va par étapes. Déjà, il y a la première étape qui est très importante, c'est l'évolution dans le groupe. C'est-à-dire que tout d'abord, pendant les pauses, il y a une séparation très linéaire entre les victimes et les bourreaux, c'est-à-dire qu'ils ne se mélangent pas, et c'est leur volonté. Ensuite, au deuxième regroupement, il y a une des victimes qui discute avec les bourreaux, et les autres victimes commencent à regarder par la fenêtre. Ensuite, il y a un bourreau qui vient se mélanger aux victimes qui sont restées dans la salle. Et puis, finalement, au dernier regroupement, tout le monde se mélange, discute et rigole à la pause. Il y a aussi un autre événement très très important. En fait, au cours de ces réunions, pour éviter de se couper la parole, il y a un bâton de parole pour pouvoir se la délivrer. Et en fait, il y a Nawel, qui est jouée par Leila Bekti, que j'adore Leila Bekti, dit « Écoutez, on a compris, il faut qu'on arrête le bâton de parole. » Et finalement, maintenant, ils ont plus besoin de ce bâton. Donc, ils ont rompu le bâton finalement au sens propre, c'est-à-dire qu'ils en ont plus besoin pour discuter ensemble et pour se sentir protégés, ils se sentent assez à l'aise pour ça. Et ce qui est intéressant dans ce groupe de parole, c'est qu'une victime est accompagnée par un bourreau et un bourreau est accompagné par une victime. Par exemple, on a Nawel qui, elle, grâce à Nassim, qui lui explique qu'en fait, personne ne la reconnaîtra dans la rue parce que du coup, on ne voit pas les victimes quand on est un bourreau. Elle passe du coup du noir à la couleur dans ses vêtements. Elle est beaucoup plus elle est libérée. Nassim, lui, à travers Nawel, qui lui explique que du coup, donner des claques, c'est des coups et que c'est important de dépasser ça, il arrive à retisser des liens avec sa sœur, qui lui fait penser à Nawel. Ensuite, il y a Sabine, qui est une vieille personne qui, elle, s'est fait traîner sur la route, qui n'arrive plus à sortir de chez elle. Et en fait, finalement, elle finit par ressortir parce qu'elle remarque que Paul a une chemise abîmée. Donc du coup, elle ressort pour lui acheter une chemise pour pouvoir réparer la chemise qu'elle a.
Et Paul est touché par ce geste. Il a l'impression qu'on l'humanise et qu'on s'occupe de lui. Il questionne le fait qu'il a du mal avec tous ses papiers administratifs et tout, et qu'il voudrait bien de l'aide pour cela. Et à côté, il y a Grégoire et Issa. Alors ça, c'est aussi incroyable. Grégoire, lui, il fait sortir sa colère envers Issa, parce que Issa, lui, ne s'excuse pas d'avoir fait des coups, d'avoir tapé des gens, etc. Enfin voilà, il prend pas la mesure que ce qu'il fait est pas bien. Et du coup, Grégoire, lui, l'extériorise sa colère face à lui, cette colère qui était enfouie depuis très longtemps, et Issa finit par s'excuser, et finit par prendre conscience que ce qu'il a fait, frapper des gens pour faire des cambriolages, c'est pas terrible. Et à côté de ça, on a Judith. Alors Judith, Judith, c'est la médiatrice du coup de Chloé et de son frère. Judith est une personne dans le film qui est incroyable, mais au-delà de ça, je vais pas trop vous en dire pour Chloé parce que je voudrais que vous le découvriez. Mais tout ce que je veux vous dire, c'est que en fait, Judith, il y a tout un passage où on lui dit d'arrêter cette rencontre entre donc son bourreau et Chloé parce qu'on lui dit que la victime n'est pas assez prête et tout. Et en fait, elle maintient le dispositif parce qu'elle sait au fond d'elle que c'est ce qui est important pour Chloé. Et du coup, même si on lui rabâche donc à un moment donné qu'il faut qu'elle arrête tout parce que du coup la justice restaurative, faut faire attention et tout et ce genre de choses, Judith dit elle fait passer l'humanité de Chloé et ses besoins avant les besoins d'un dispositif. C'est pas trop clair parce que du coup un dispositif c'est très opaque, c'est pas une personne. Donc c'est toujours con de faire passer un dispositif avant une personne. Il y a ce moment charnière et où Chloé finit aussi par du coup dépasser ses appréhensions et même si on voit ces difficultés qu'il la traverse à travers avant cette rencontre, pendant et après, elle arrive finalement à passer à autre chose et à passer au-delà de la résilience, tout comme son bourreau. Donc je vous en dis pas plus, mais je vous laisse découvrir ce film parce que vraiment moi je n'ai pas de problème à spoiler souvent les films et les séries, mais là celui-ci faut le voir. Ensuite, je vais passer à Gabriel Roy. Alors, je risque d'avoir des trémolos dans la voix. Il y a des fois des notions qui me font penser à des personnes et non à des films ou des séries. C'est le cas de Gabriel Roy. Gabriel Roy, c'est mon parent. Il est mort récemment. Il a 78 ans et il est né le 31 mars 1946 en Bourgogne. Si je vais vous parler aujourd'hui, et je lui dédie d'ailleurs en partie ce podcast, c'est parce que cette notion me fait beaucoup penser à lui. Alors au-delà de toutes les associations, les regroupements où il a participé, il se définit comme un marginal séquent. Un marginal séquent, c'est quoi ? C'est le fait de faire partie de plusieurs systèmes d'action en relation avec les autres. Et en fait, par ses rapports, il a des croyances souvent très différentes des gens qu'il rencontre. Par contre, il faisait toujours passer les besoins des autres avant les siens. Alors, ça a un mal ou un bien, pas à moi de juger, mais il m'a appris beaucoup dans le rapport à l'autre. Et dans le fait de justement créer un sas pour qu'il n'ait pas de question que la rencontre ne se fasse pas. Pour vous l'illustrer, même si, parce que là je trouve que ça paraît pas très clair, par exemple, mon conjoint est musulman et en fait, lui et sa femme, qui est ma tante, qui est aussi tout à fait merveilleuse et qui l'aide dans cet équilibre-là, du coup, il s'est intéressé à sa religion, à comment il la vit et comment il la pratique. Et du côté de ma tante, Marie-Hélène, ils ont posé la question sur, il mange halal, donc qu'est-ce qu'il aime pas, pour pas qu'il y ait de gêne lors de leur rencontre à nous quatre. Si je vous parle de lui aujourd'hui, et si je termine par lui, pour lui rendre hommage, c'est qu'au-delà de ça, il est pour moi la définition de ce que doit être le travail social, dans le sens où il ne faut pas de gêne matérielle pour empêcher la rencontre de l'autre et son accueil. Alors après, si la relation perdure ou pas, c'est pas à nous d'en juger, mais au moins qu'il n'y ait pas d'obstacle matériel pour permettre une rencontre qui est forcée. Et au-delà de ça, mon parrain a accompagné beaucoup de gens dans tous les aléas de leur vie, c'est-à-dire le deuil, les naissances, le mariage et toutes les crises. Et en fait, moi, il y a aussi quelque chose de beau là-dedans, c'est que il y a tout cet accueil de la vulnérabilité autour de la personne. Parce que être humaniste, c'est faire passer l'humain avant, mais aussi l'humain qui est en mauvaise santé. On l'a vu dans Je verrai toujours vos visages, ce sont des personnes qui sont cassées par la vie, qu'on ne laisse pas sur le bas-côté. Et lui, c'était l'idée, c'était qu'on accueille toutes les personnes
quoi qu'elles aient fait, pour pouvoir, dans la limite du raisonnable bien sûr, pouvoir créer une rencontre et ainsi aller au-delà et s'accompagner sur des chemins de vie des fois différents qui finissent peut-être par se séparer, mais qui font, se lient à ce moment-là. Et du coup, c'est quelqu'un à qui, notamment quand j'avais des questionnements autour de mes accompagnements, moi en tant que travailleuse sociale, j'allais beaucoup lui demander, je me souviens d'une question où je lui avais posé, j'avais un jeune qui malheureusement a perdu son père il y a 2 ans, et je lui ai demandé, comment je peux l'accompagner au travers de ça, qu'est-ce qu'il faut que je dise ou pas, ce qui est quand même assez particulier puisque bon, il ne le connaît pas, et il m'a expliqué, tu sais, finalement, ces gens ont surtout besoin d'écoute, ils ont besoin d'espace pour parler de leur deuil, pour parler de leurs difficultés. Et ça m'a beaucoup aidée dans l'accompagnement de ce jeune-là. D'ailleurs, c'est devenu mon filleul aujourd'hui, comme quoi le bâton de parrainage s'est transmis. Et en fait, ça a été un des déclics pour ce podcast, c'est que je me suis dit, en fait, il n'y a pas de façon de lui rendre au mieux hommage que de parler des rapports humanistes qu'il m'a transmis et que j'essaye de mettre en place. Et finalement, j'ai perdu mon parrain et j'ai encore du mal à m'en remettre, mais j'ai aussi réussi à faire naître une relation de parrain et de filleul. Et ça, c'est quand même un très très beau cadeau. Donc je vais m'arrêter pour là aujourd'hui. En tout cas, j'étais ravie de vous retrouver pour ce podcast du mois d'août. S'il y a Roy avec un Y, c'est pas parce que j'ai fait une faute d'orthographe, c'est parce que mon parrain s'appelle Gabriel Roy et Croix c'est R-O-Y. Voilà. Alors surtout, n'oubliez pas, tout le monde a de la culture, il faut juste être fier de la sienne. Au revoir et à bientôt.